Arrêtée et gardée à vue depuis le 26 juin dernier, la journaliste et écrivaine Marthe Faré a bénéficié d'une liberté provisoire dans la soirée du mardi 2 juillet. Une décision prise par la justice togolaise. Marthe Faré a été arrêtée suite à une vidéo qu'elle a publiée sur son compte TikTok. Il lui est reproché de violer l'intimité d'une dame, objet de la vidéo devant le siège d'un parti politique. Après son arrestation, des associations de la société civile avaient réclamé sa remise en liberté. Ils avaient aussi qualifié de fallacieux les griefs retenus contre elle. Étant une activiste, Marthe Faré a été considérée par certaines associations de la société civile comme victime d'une restriction de la liberté d'expression. Cette remise en liberté provisoire ne signifie pas l'abandon de la plainte. Selon les précisions de la justice, notamment du tribunal de première instance de Lomé, l'affaire Marthe Faré connaîtra son délibéré le 15 juillet prochain. Rappelons que Marthe Faré est journaliste et écrivaine et est actuellement la chargée de communication de l'Agence nationale du développement à la base. Elle est aussi formatrice en journalisme. Le premier semestre de l'année 2024 aura été une période où les entreprises du secteur privé ont massivement fait une contribution dans la réduction de la lutte contre le chômage au Togo. En réalité, ce premier semestre de l'année a vu les très petites et moyennes entreprises TPME créer 75% des emplois au Togo. Ces statistiques ont été confirmées par la ministre en charge du commerce, Kayimi Vedor. Les TPME constituent, selon la ministre en charge du commerce, plus de 90% du tissu économique national. Les dites entreprises contribuent également à hauteur de 40% à la formation du produit intérieur brut PIB. Notons que ces emplois participent à la réduction du taux de chômage et par ricochet à la lutte contre la pauvreté et à l'insécurité alimentaire qui sont des fléaux dont l'Afrique est victime. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour apporter une aide aux entreprises vulnérables dans le secteur privé. L'Agence nationale de développement des très petites et moyennes entreprises ADTPME a été créée pour centraliser et piloter toutes les initiatives en faveur des TPME. Les plastiques continuent à envahir la vie moderne et ils se trouvent partout. Toutefois, la production de déchets plastiques est considérable. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de produits en plastique utilisés pendant une courte durée sont jetés à travers le monde. Malheureusement, les conséquences de la mauvaise gestion des déchets plastiques sur le climat, mais également sur les moyens de subsistance et les écosystèmes, constituent un défi de développement urgent. Seulement 9% du plastique est recyclé dans le monde et le reste est rejeté dans la nature, devenant ainsi des déchets. Contrairement à d'autres matériaux, certains plastiques ne sont pas biodégradables. Ils peuvent mettre jusqu'à des centaines d'années pour se décomposer, ce qui signifie qu'après avoir été jetés, ils s'accumulent dans l'environnement de façon critique. Ainsi, cette pollution asphyxie les espèces marines, laissant des incidents négatifs sur les sols et empoisonne l'eau souterraine sans ignorer les graves répercussions sur la santé. En ce jour du 3 juillet où la communauté internationale célèbre la journée mondiale sans sac plastique, il est donc important que les décideurs mettent en place des mesures pour limiter les dégâts. En Mauritanie, 3 personnes ont trouvé la mort à l'occasion des manifestations populaires de lundi contre les résultats des récentes élections présidentielles. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité ont dû faire face à des manifestations à Kaïdi, ville à forte population noire et acquise à l'opposition dans le sud du pays. Des heurts ont aussi éclaté dans les villes de Nouadhibou, Rosso Zouéra et Bogué, et également des bastions de l'opposition. Selon les autorités, plusieurs autres personnes auraient été blessées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. L'accès à Internet mobile a été bloqué mardi et les autorités sont à la recherche des auteurs des violences. Le scrutin de samedi s'est soldé par la victoire du président sortant Mohamed Ould Ghazouani, selon la commission électorale, un résultat contesté par son principal opposant Biram Da Abeid.
Au Caire, le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment ce mercredi. Ce cabinet, dirigé par le Premier ministre Moustapha Madbouli, en poste depuis 2018, a vu des changements majeurs, notamment dans les ministères de la Défense et de l'Économie. Le général Abdelmajid Sakr remplace le général Mohamed Zaki. Mohamed Mahaït, ministre des Finances depuis 2018, est remplacé par Ahmed Kouchouk, ancien économiste de la Banque mondiale. Certains ministres, comme ceux de la police, de la santé et des transports, restent en place. Ce remaniement survient alors que le mécontentement de la population ne cesse de croître après des années de mauvaise gestion économique. Des mesures d'austérité adoptées en 2016, soutenues par le président Abdel Fattah el-Sisi, ont entraîné une flambée des prix. Une situation aggravée par la pandémie de coronavirus et les conflits en Europe et au Moyen-Orient. Selon les chiffres officiels, près de 30% des Égyptiens vivent actuellement dans la pauvreté. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a besoin d'1,5 milliard pour répondre aux besoins de plus de 3 millions de personnes forcées de fuir le conflit en cours au Soudan. Le conflit a provoqué le déplacement de près de 10 millions de personnes, dont plus de 2 millions qui ont traversé les frontières vers les pays voisins. Depuis l'escalade des combats dans la région du Darfour, le HCR a enregistré en Libye plus de 20 000 nouveaux réfugiés soudanais depuis avril 2023. Avec l'arrivée de ces personnes, les services locaux disponibles à travers le pays sont débordés, alerte l'ONU. En Ouganda, plus grand pays d'accueil des réfugiés en Afrique, plus de 39 000 réfugiés soudanais depuis le début de la guerre. Ils sont près de 27 000 arrivés seulement cette année. La plupart d'entre eux sont hébergés dans le camp de Kiriandongo, dans l'ouest du pays. En Égypte, ils sont plus de 400 000 réfugiés soudanais. Depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une vague de contestation déclenchée par le projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Malgré l'annonce par le président Ruto du retrait du projet de loi controversé, les appels à se mobiliser dans le pays persistent. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, mais à Nairobi, le mouvement a dégénéré en violence, la police tirant notamment des gaz lacrymogènes sur des foules qui lançaient des pierres dans le centre de la capitale. À Mombasa, dans la 2e ville du pays, des voitures ont été incendiées et au moins un commerce a été vandalisé. La police kenyane a procédé à l'arrestation de plus de 270 personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels mardi 2 juillet lors des rassemblements anti-gouvernementaux. Pour éviter les débordements, les militants à l'origine des manifestations repensent leur stratégie. Les manifestants craignent que le mouvement et les efforts pour pousser le président Ruto à la démission soient sapés par la violence et les pillages. Les activistes affirment que les violences sont le fait de voyous engagés par des politiciens pour discréditer les manifestants légitimes. Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé à ne pas organiser la prochaine manifestation. Apporter son aide à Haïti, c'est ce que souhaitent désormais les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le Premier ministre haïtien Gary Conille pour discuter du soutien américain au nouveau gouvernement haïtien. Gary Conille, nommé par un conseil de transition le mois dernier, a formé le 11 juin un nouveau gouvernement pour rétablir la sécurité à Haïti. Les États-Unis, qui souhaitent que l'île puisse organiser des élections libres et équitables, se sont félicités du déploiement de la mission internationale pour aider la police nationale haïtienne à reprendre le contrôle de Port-au-Prince. Depuis février, une flambée de violence ravage Haïti après des attaques contre des infrastructures gouvernementales. Cela a conduit le Premier ministre Ariel Henry à démissionner en avril. De plus, l'ouragan Beryl, une tempête de catégorie 5, menace Haïti. En cas de dégâts, Blinken a assuré que les États-Unis seraient prêts à envoyer des secours. Aux États-Unis, un homme a écopé de 60 ans de prison pour avoir déclenché dans une maison un incendie qui a tué 5 membres d'une famille élargie sénégalaise. Un crime qui a changé à jamais la vie de parents et amis des victimes. Ce n'est pas suffisant.
Et ça me passera toujours par la tête. Chaque fois que je vais penser à 60 ans pour quelqu'un qui a tué 5 personnes, ça me fera toujours souffrir. Mais comme il n'y a rien que je puisse faire contre, je vais juste l'accepter. Dieu nous donnera justice tôt ou tard, s'il plaît à Dieu, mais ce n'est pas la justice. Je ne suis pas reconnaissant pour la justice, mais je respecte. Après le verdict, la procureure de Denver essaie de situer le contexte spécifique de cette sentence. Lorsque vous perdez des vies comme ça, de manière aussi insensible et préméditée, il s'agit d'une situation distincte, différente des cas où il y a un événement passionnel ou une raison quelconque pour laquelle quelqu'un pourrait s'engager dans ce type de comportement. C'est une chose, mais là, vous savez, c'est planifié. Cela s'est produit au milieu de la nuit, quand des gens étaient endormis chez eux. Kevin Bouy, aujourd'hui âgé de 20 ans, a bénéficié d'une réduction des peines après avoir plaidé coupable de l'incendie du 5 août 2020. Selon les autorités, il aurait agi par vengeance après avoir été cambriolé, mais il se serait trompé de cible. Je veux juste qu'il souffre jusqu'à la fin de sa vie. Et s'il a l'occasion de mourir durement, qu'il le fasse. Djibril, sa femme Adja et leur fille Khadija de 22 mois, ainsi que Hassan et sa fille Awa de 7 mois ont tous péri.